Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir. Les Canadiens qui affrontent les Panthers, bien sûr, version avant-match. Canadiens Panthers ce soir à 19h30, donc dans une heure. Bien sûr, votre animateur Yannick qui est là pour répondre à vos questions sur le chat. Gênez-vous pas, je suis là pour ça. Ouais, vas-y. Elle est bonne cette intro-là! Attends un peu, Ellie. Répète-toi, Ellie. J'avais oublié de lever ta salle de micro. Vas-y, je te laisse aller. La salle! Hey, c'est pour de vrai, c'était pas voulu. Chose à marquer le son. C'est juste que je voulais. C'est juste que je voulais je sais même plus qu'est-ce que je veux dire. Je veux juste dire que me dissocier de l'intro du dernier show parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est tout. Ici, ici, c'est une démocratie, hein. Ça fait que des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas qui passent. Puis c'est ça. Rappelez-vous qu'on a déjà joué de Tourne la page de René On a quand même été loin. Mais pourtant, elle était bonne. Tu sais, la tune Get Ready for This, c'est un hymne de hockey, là, tu sais, là. Puis j'aime l'intro avec l'animateur de Box, Let's Get Ready to Rumble. Ouais, non, ça c'était bon. La tune, par contre, j'ai l'impression que ça fait... Tu sais, le dance, là, il n'y a pas de classique dance. Non, mais ça, tu vas jouer ça. Mal. Ouais, mais c'est une genre de tune, Get Ready for This, que tu joues dans une game de hockey, puis que le monde danse pis sont dedans, puis là, c'est un peu ça l'intro qui dit êtes-vous prêts, on va être dedans. C'est là qu'on voit qu'on reste à 800 km un de l'autre, hein? Non, mais moi, je trouve que c'est une bonne tune de hockey. C'est pas la même mode de ton bord que du mien. Ben, mais c'est pas grave. Elle joue au Centre Bell. Fait que, tu sais, je me dis que le DJ au Centre Bell doit être ça. Elle joue partout. Je l'ai entendu à Chicago, elle joue partout, cette tune-là. C'est une tune de hockey. Anyway, arrête de chialer, là. Je sais bien qu'il fallait t'interrompre pour quelque chose. Ah, c'est sûr. Bon, vous avez entendu Ellie. Mes panélistes avec moi ce soir, bien sûr, outre Ellie. J'ai Guillaume. Il est en forme, mon Guillaume? Super, et toi? Yes, sir. Toujours en forme. On n'a pas le choix. Retour de Toukaras qui a fait du bien aux Bruins, on va se l'avouer, là. Vraiment, là. Il est en feu. Je pense que les deux meilleurs gardiens de la Ligue présentement, c'est Carey et Toukaras. On en parlera un petit peu tantôt si tu veux en parler. Et mon autre panéliste qui remplace à la dernière minute. Et non, c'est pas Pat Laro comme c'était annoncé. C'est Mike. Mike qui prend la relève ce soir. Est en forme, mon Mike? Ah, top shape. Je me sens comme un top prospect qui a été rappelé à la dernière minute. Je suis en feu. Ouais. Je l'ai bouché, mais je suis en feu. Tu comme remplacer Pat, là, on te demanderait, s'il te plaît, d'aller attendre sur ton balcon puis t'embarrer là-dessus comme lui. Fait que tu sois dans le même mood. Bon, on va revenir sur le dernier match des Canadiens qui ont une défaite honorable, je vais l'avouer. Là. Je checkais les chiffres. Chicago a tenté 55 lancés, le Canadien 54. C'est juste que Chicago a bloqué 22 lancés contre 8. Puis en troisième, Crawford était absolument incroyable, on va se le dire. Là. On a senti... Tu sais, parce que les tirs au but au total ont fini 35-23, mais les tentatives étaient égales. Puis j'ai trouvé que le Canadien avait joué un solide match. Il n'y avait pas à rougir de leur performance. J'ai senti une baisse de régime en fin de deuxième et début de troisième. Je pense qu'on l'a senti que là, on se faisait un peu dominer, mais cette équipe-là n'a pas abandonné. J'ai aimé ce que j'ai vu, moi. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Je vais commencer avec toi, Guillaume. Je sais pas si tu l'as écouté. Ouais, j'ai checké, je dirais 80% de la game, je l'ai regardé sur le coin de l'œil, là. Mais moi, j'ai trouvé que Andrew Shaw s'est fait voler solide. Ah ouais. Moi, j'ai vu à 3 reprises faire voler des buts certains là, par son ancien gardien de but, Carey Crawford. Mais j'ai aussi aimé ce qu'ils ont fait pour lui. C'est quand même un peu surprenant. C'est une chose que je ne m'attendais pas vraiment. Non plus. Mais une chose en tant que fan de hockey, mais je trouve que la contribution offensive de Thomas Plekanec puis Brendan Gallagher est pas mal à la baisse. Puis ça serait peut-être temps pour ces deux-là de retrouver peut-être un plus de confiance au niveau offensif parce qu'ils ne dirigent plus de lancer au net. C'est sûr que dans le jeu de Brandon, moi, je ne demanderais pas de rien changer parce que le fait que si un but se marque pendant qu'il crée un écran au gardien de but ou qu'il dérange de son travail, ça, c'est complètement parfait. Donc, il faut qu'il garde cette direction-là. Ça a toujours fonctionné. Mais du côté de Thomas, d'après moi, c'est sûr que présentement, il ne coûte pas grand-chose aux Canadiens. Mais il faudrait qu'il trouve la façon de mieux se démarquer dans la zone offensive puis de mieux diriger ses rondelles au filet. Ouais, c'est clair, parce que pour le moment, on va se dire, là, il y a eu un surnom qui est sorti, Thomas Plekanec, le pape, là, parce que personne ne score autour de lui, là, je trouve ça un peu chiant. Là. Moi, je réponds pas. Moi, je sais pas c'est qui t'a dit ça, c'est vraiment irrespectueux. Ouais, moi aussi, je pense que c'est un fan de David Desharnais. C'est des mauvais fans. Je sais pas si Samuel va se reconnaître. Mais tu sais, je suis d'accord avec Guillaume. Chat, là, dernier match, 9 mises en échec.
C'est vraiment impressionnant, là, on va se dire. Là. 9 Mon mises meilleur en match. échec. Oh, de loin. Là. C'est plus difficile la mise en jeu, 5 en 13, mais 9 mises en échec, 6 tirs au filet, malgré qu'il a fini -1. Vraiment un excellent match. Et Weber qui a fini -1 pour la deuxième fois de la saison seulement. Malgré un but un peu chanceux, on va se le dire. Mike, qu'est-ce que t'as pensé de la game, toi, contre les Hawks? Parce que je vais finir avec Ellie, vu qu'il m'a coupé au début. On s'est fait jouer notre propre médecine, je dirais. Corey Crawford a volé le match en 3e. C'était assez hallucinant. Puis les mains de Patrick Kane, quel but hallucinant, là. On blâme beaucoup Pacioretty sur l'erreur qu'il a faite, puis c'est vrai que c'est une erreur absolument impardonnable. Là. Mais Petrie s'est fait... Il a joué la rondelle sur Patrick Kane. Comment tu peux jouer la rondelle 1 contre 1 contre Kane? C'est le dernier gars qui peut faire ça. C'est ça, je peux dire que c'est peut-être un des seuls dans la ligue. Peut-être avec des gars qui ont des bonnes mains comme Johnny Gaudreau ou même Jonathan Drouin quand il est blessé. Mais tu sais, c'est des gars qui ont tellement des bonnes mains, ils jouent pas la rondelle. Il y avait rien qu'à le pousser avec ses bras puis le foutait à terre. Mais non, il a voulu jouer à puck. Ça avait l'air d'un highlight de carrière de Sheldon Surrey. Ça ressemblait pas mal à ça. Si je peux dire un point sur ce but-là, si les gens peuvent revoir le tape du but, moi j'ai pogné cette semaine, c'est rare, j'écoute ça TVA Sport, là, mais j'ai vu Renaud Lavoie et Danny Dubé faire il y avait comme ils font leur chronique, je sais pas trop quoi, leur show. Puis Danny Dubé a vraiment comme décortiqué le jeu de Patrick Kane, puis je me demandais où est-ce que Jeff Petrie s'en allait, parce que si tu regardes ses deux patins puis son corps, comment il est placé devant Patrick Kane, c'est qu'il se décide délibérément de se sortir du jeu. Puis il essaye de jouer la rondelle avec son premier patin qui est en direction de Patrick Kane. C'est dur à expliquer, mais si vous êtes capable d'aller voir le jeu, vous allez vous dire la même chose que moi je me suis dit, mais aussi qu'il s'en va. Ouais, je pense que dans cette situation-là, je pense qu'il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était mis dans le trouble puis il a essayé de compenser. C'est vraiment ça, parce que c'est vrai que ça a l'air fou, mais tu vois que il a fait le move, puis en plein milieu du mouvement, il a fuck! Puis quand tu fais ça, là, veux pas, ça a l'air fou, il a essayé de se réchapper, puis il a eu l'air plus fou. Mais tu sais, dans les circonstances, moi personnellement, là, pour ce match-là, il y a quelque chose que vous ne semblez pas avoir souligné. J'ai senti que peut-être le coach a voulu que son équipe en donne une crise de grosse parce que le Montoya s'était fait ramasser au dernier match. Puis, puis moi, j'ai trouvé que les joueurs n'ont pas réagi comme j'aurais voulu au début. J'ai aimé la première. Moi, c'est plus... Moi, là, jusqu'à milieu de match, Canadien, c'était kiff-kiff contre les Hawks. Les Hawks avaient des chances, mais c'était toujours à tirer à côté du but. Tu sais, il n'y avait pas plus de lancers que les Canadiens. Il y a eu un relâchement fin de deuxième, début de troisième. Mais en première période, j'ai absolument rien à reprocher au club, moi. Absolument rien. J'ai trouvé qu'il avait sorti vraiment solide. Ils sont pas sortis totalement flat, mais tu serais attendu qu'ils sortent comme des chiens, tu sais, parce que justement, il fallait mais 4 matchs en 6 jours, c'était le 4e match en 6 jours, on venait de voyager la veille. C'était peut-être une erreur stratégique de mettre Montoya à ce moment-là. Moi, je pense qu'on voulait peut-être l'épargner. J'ai une théorie qui vaut ce qu'il vaut, peut-être, là. Mais peut-être qu'on s'est dit que si on le met contre Chicago, s'il perd contre Chicago, dans sa tête, ça sera pas si pire. Mais regarde, on voit, c'était une décision stratégique. Puis on peut le remettre en question. C'est qu'une guessée, ça donne pas grand-chose. Il a fait des arrêts. Montoya a eu la 3e étoile, puis il était solide. Montoya était très bon. Il n'a pas été écœurant, il était très bon. Il y a peut-être un but, peut-être le premier, même si ça l'a dévié de loin, que peut-être qu'il y a eu à l'arrêter. Pour moi, hein? Il y a quelqu'un qui vient de péter dans son micro, là. Je trouve ça vraiment... C'est que c'est sérieux, là. C'est du professionnalisme qu'on demande. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme Guy dit, le jeu aurait dû être arrêté. Je pense que tout le monde a vu la reprise. Puis le règlement il a été bien expliqué. Si la rondelle sort du jeu après que l'arbitre n'ait pas vu qu'elle avait touché le filet, le jeu devient live, le jeu devient réglementaire. Là, ils ont scoré après avoir sorti la puck de la zone, après ça, ils sont revenus. Parce que, elle a pogné le milieu du filet. Les fans de Chicago, ils devaient rire, là. Tu sais, là, tu l'avouais vraiment pogner le filet, puis ensuite, le jeu sort de la zone. Puis c'est là qu'il y a eu 2-3 erreurs défensives qui a fait que ça a chié, comme on dit, là. Mais en la base, c'est une défaite honorable, là. On s'entend, là. Le Canadien n'a pas à rougir de la performance, c'est ça. Contre les Hawks, il était en feu, en plus. C'est ça. Exact. Mais c'est ça. Tu joues contre Chicago, qui joue à la maison, qui sont intimidants au niveau offensif, qui ont du gros punch à l'attaque. C'est pas ton gardien de but numéro 1 qui avait devant des filets. Canadien de Montréal, c'est pas moi qui va vous le faire comprendre que quand c'est pas Price qui est dans le filet, mais au niveau offensif, ils sont beaucoup moins délinquants. C'est une équipe qui va être beaucoup plus responsable au niveau défensif. Ils vont beaucoup plus jouer la trappe, ils vont jouer la forteresse devant le filet, ils vont essayer de bloquer plusieurs lancers. Puis quand c'est Carey qui prend le devant du net,
mais c'est souvent à la maison, puis ils vont jouer beaucoup plus open. C'est sûr que ça peut attirer beaucoup d'erreurs, sauf que ta contre-attaque est explosive. Donc, c'est sûr et certain que quand Carey est dans les buts, le Canadien de Montréal va scorer beaucoup plus de filets, donc beaucoup plus de chances de gagner une game de hockey. Ouais, puis en plus que présentement, à part au début de l'année, on voit Montoya à l'étranger. Puis à l'étranger, on s'entend que t'es pas là pour donner un spectacle. T'es là pour essayer de sortir de là avec le 2 points. Mais j'étais surpris qu'il choisisse Chicago quand même. Non, pas moi. Mais... Moi, je vais revenir là-dessus, puis je vais le redire encore, puis je comprends qu'il y a des gardiens qui l'ont fait 2 matchs en 2 soirs. Tu sais, comme Boston, pour moi, c'est une situation unique parce que leur numéro 2 ont 0 victoires, 5 défaites. Si Udobin arrêtait là, puis Udobin aurait 3 victoires, 1 défaite, je te garantis que dimanche, ça aurait pas été Rask qui arrêtait devant le filet. Il aurait envoyé Udobin. Non, mais t'es pas obligé de le mettre en 2 soirs. Pourquoi tu le mets pas contre Détroit? Ben, parce que tu sécures le point qui est important contre une équipe de ta division. Non, je comprends. Mais ça reste que... Je vais entendre Guillaume là-dessus. Vas-y, Guillaume. Hein? Ouais, mais moi, c'est pas une mentalité que j'aime bien. Puis le Canadien de Montréal l'a fait en fin de semaine, puis Boston l'a fait il y a 2 semaines. Tu sais, Boston, ils ont envoyé Tuukka jouer contre les Sabres de Buffalo, puis le soir d'après, ils pognent Montréal, puis ils envoient McIntyre. Mais moi, j'aurais fait le contraire, comme le Canadien a fait. Ils ont envoyé Price contre une équipe qui était beaucoup plus faible. Ouais, mais si le lendemain, Guillaume, t'aurais affronté une équipe de l'Ouest, t'aurais peut-être fait le même move. Ben, je comprends ce que tu dis, Yann, sauf que dans cette situation-là, ça donne toujours la meilleure chance pour une équipe de gagner un match de hockey. Puis, c'est la meilleure des chances pour que Boston ait battu le Canadien, c'est parce que c'était Rask qui était devant le net. Donc, tu mets ton autre gardien de but contre l'équipe qui est plus faible. Puis, à part la suite, le Canadien de Montréal, c'est de mettre, dans le fond, Price contre Chicago, puis Montoya à la maison. Mais tu sais, je comprends. Oui, ça aurait été, mettons, Détroit, Tampa Bay. Je pense que Price aurait gaulé contre Tampa. Là. Exact. Ça aurait été Tampa le dimanche. Ouais, mais le match d'avant, Montoya aurait pu le prendre. Je comprends qu'il veut respecter les fans, puis ceux qui mettent de l'argent dans le Centre Bell, puis qui fassent vivre le club, puis leur donner Carey Price un samedi soir au Centre Bell. Ça, j'ai aucun problème contre ça. Sauf que tu dois regarder ton calendrier, puis t'envoies ton meilleur match-up possible, puis tu fais en sorte que tu mets le club de hockey, dans le fond, quand tu es entraîneur, c'est que tu mets ton meilleur club possible pour aller chercher le plus de victoires possible au courant d'une saison. Puis ça s'est pas fait contre Chicago, puis Boston l'a pas fait contre le Canadien. Ben, moi, personnellement, j'avais collé lundi passé que ça allait être le move qu'elle allait faire parce que les points intra-division, pour moi, ils sont plus importants que les points contre l'Ouest. Puis l'effet que tu joues à domicile, tu sais, je l'ai expliqué au monde, puis le monde me dit, tu sais, le club veut gagner, puis je comprends, là. Mais moi, mettons, moi, je pars du site de Port-Cartier, là, puis je fais 10 heures de route me rendre à Montréal, puis j'arrive là-bas, au Centre Bell, puis c'est Montoya devant le filet. Quand Price a pas gaulé de la saison passée, je ferais comme, tabarnak. Excuse, là, mais je serais vraiment en crise. Je serais vraiment en crise. Je me serais de faire 10 heures de route, puis le samedi mais là, c'est plus une décision sportive, Yannick. Non, ouais, je sais, non, mais c'est ça, mais ça rentre dans la décision. Parce qu'on s'entend que c'est Wade qui prend les décisions, parce que c'est Wade qui a dit à Montoya le match de 10-0, tu vas rester dans le filet, qui a pris la décision là-dessus, puis qui a parlé à Price, puis il a expliqué pourquoi il avait fait le move. Fait que je me dis, tu sais, là, moi je peux comprendre le move là, puis en fin de semaine, vous allez voir Montoya vendredi, puis vous allez voir Price samedi. D'autant plus que le samedi soir, c'est une soirée qu'il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes qui vont voir les games du Canadien, de monde qui viennent de l'extérieur parce qu'ils peuvent partir le vendredi pour aller voir le match de samedi. Donc pour moi, puis Price avec sa fiche absolument phénoménale depuis 2014 de 25-1-1 le samedi soir, tu sais là, c'est... Oh, arrête. Tu t'assures? Non, mais puis c'est pas grave, il a perdu un match en temps réglementaire depuis le début de la saison 2014 Price le samedi soir. Ça reste con, mais ça reste une statistique qui est là pareil. Je te donne mon autre version des faits. Vas-y. T'es l'équipe à battre de la Ligue nationale. Tu veux te prouver... Attends, laisse-moi finir. Tu veux te prouver que t'es de real deal. Tu veux donner la confiance à tes joueurs qui sont de real deal, que c'est pas un flouk, que c'est pas comme l'année passée. On l'a fait. Que vous êtes solide. Donc, me semble que comme... psychologiquement, si le coach arrive et dit « OK, on s'en va à armes égales contre Chicago, on s'en va leur crisser on n'était pas à armes égales en partant parce qu'on jouait 4 matchs en 6 jours puis eux autres t'es reposés. Fait qu'en partant, t'avais pas d'armes égales. Peu importe la manière que tu l'aurais pu le voir. Le Canadien était pas à armes égales. Sérieusement, on n'était pas... all-in, on va là pour se battre comme des hommes. On était... Ben, ce que tu penses qu'on a fait? Moi, sérieusement, là, Chicago, là, rentré dans le vestiaire, il dit « Ouais, on a battu le Canadien 3-2, mais ouais, c'était pas Price. » Il m'a dit de quoi? On leur a joué dans la tête, ça a fini 3-2 puis le Canadien a pas à rougir de ça. Veux-tu savoir une autre affaire qui joue dans la tête des gars? Tu t'en vas leur dire avant le match, chez eux, que tu mets ton backup contre eux. Non, ben, Montoya, sa famille était là, il vient de Chicago, là. Oublie pas ça, là. Il vient de là. Toute sa famille était là. On parle de l'équipe, là. Ouais, mais c'est pas grave, là. L'équipe devait déjà être informée. L'autre équipe, là, qui est dans la chambre et qui dit « Hey, c'est le backup, c'est pas Price. » Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, puis si tu fais l'inverse, puis tu perds samedi puis tu perds dimanche, tu fais quoi? T'as l'air d'un esti de clown. Tu t'assures des 2 points contre ta division.
Mais c'est ça, c'est un bon point, qu'est-ce qu'il dit, Ellie, parce qu'en mettant pas Price contre Chicago, c'est que tu acceptes de jouer le rôle d'underdog. Oui, exactement. Puis le samedi soir, qu'ils ont joué au Centre Bell, il aurait mis Al Montoya, il était encore favori, même si c'était Montoya d'un but. Oui, puis un match de 3-2. S'il avait gagné 5-2, puis Montoya, j'aurais fait. Puis en plus, que Marc Bergevin, c'est un ancien gars de l'organisation des Blackhawks de Chicago. Tu joues 2 matchs en 2 soirs. Ça, je comprends que c'est difficile pour un gardien de but. Mais tu joues à soir, puis tu joues juste vendredi prochain. C'était quoi de gauler 2 matchs en 2 soirs? Oui, on s'entend, on va se dire tout de suite. Je veux pas qu'il goal 2 matchs. Il va en gauler, mais je comprends. Mais que ça ait une importance, pour moi, il va le faire. Si à la fin de saison, tu as 2 matchs en 2 soirs, puis que le Canadien a besoin absolument des 2 points, il va les gauler. Ouais. Mais après 15 matchs, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien pour moi. Boston, là, c'est Wade Terrien qui l'a dit, là, mais il l'avait dit, des 2 matchs en 2 soirs, Price n'en goalera pratiquement pas. Là, fait que, sauf si c'est important, puis c'est normal, puis on s'entend comme Nick dit sur le chat, Montoya, c'est pas un 2 de pique, là. On parle de le meilleur backup de la Ligue nationale l'année passée. Fait que, tu sais, là, un mané, là... Oh, mais c'est pas... C'est un backup, c'est un backup. Ouais, mais faut qu'il goal 22 matchs, Ellie. C'est un statement de le il va gauler 20-22 matchs. Oui, t'as été catégorique là-dessus. Donc, on parle de 60-62 départs. Il en avait gaulé 5 avant le match, là, OK? Il a gaulé son 6e. Il reste 11 2 matchs en 2 soirs, ça fait 17. Il va en avoir 3 à 5 autres qui va gauler aléatoire puis qui sera pas des 2 matchs en 2 soirs. Faut que tu lui donnes des départs quelque part. Si tu y en donnes pas, tu vas faire quoi? Non, mais Chris, vas-tu lui donner tout le temps les meilleures équipes? Non, c'est un addon. Addon qui a pas trop... Je comprends. C'est la première bonne équipe. Tu es en train de me sortir le raisonnement pourquoi. Moi, je te demande pas le raisonnement pourquoi. Je me dis juste que, puis j'amène juste cette facette-là dans la discussion, que ça aurait été cool aussi si l'équipe aurait dit on s'en va battre Chicago puis on s'en va mettre notre meilleur joueur dans exactement. C'est un team de l'Ouest, c'est ça qui fait la différence. Ça a été Washington. Oui, mais c'est un statement à long terme. Là, tu dis le statement a été fait. On a perdu 3-2 avec notre numéro 2 sur un 4e match en 6 jours pendant que les Hawks étaient en congé depuis 2 jours. On a fait un statement avec le match de 3-2 tant qu'à moi. Puis je pense périlleux. J'ai déjà vu une défaite statement, tout cas. Non, oui, ça l'a sérieux. Quand t'es sur un 4e match en 6 jours, que t'as voyagé la veille, que t'as. Excuse-moi, là, mais quand tu perds 3-2 honorablement contre les Hawks, puis tu les as tenus tout le long, puis que si Crawford t'es pas là, le Canadien avait des chances de gagner ce match-là. Désolé, moi j'ai vu un statement de fait contre les Hawks de Chicago dimanche, j'étais fier de mon équipe, puis quand la game a fini, j'ai dit je suis fier de ces gars-là. Ils ont tout donné ce qu'il y avait, ils ont tout donné leur jus qu'il y avait à la fin. Oui, il y a une autre affaire qu'on n'a pas parlé, puis c'est un élément extrêmement important. Tes astis de pantoufles, ils étaient où, ce match-là? Ils sont pas supposés gagner tous les matchs? Non, pas tous. Mais non, on va en perdre. C'est sûr qu'on va en perdre. Mais là, j'ai pas encore lavé parce que moi, ça me prend 2 défaites de suite. Je l'ai déjà dit. Puis à date, on n'a pas perdu 2 de suite à date. Fait que c'est ça. J'ai encore il paraît que le village à côté d'où ce qui reste, ils sentent les bas. Les pantoufles sont comme gommés. Ben, une chose... Si on concentre un point positif sur la rencontre des Blackhawks contre le Canadien, je pense que le seul gros point positif qui ressort le plus, les gars, c'est le fait que Al Montoya s'est fait défoncer 10-0 contre les Blue Jackets de Columbus, qui n'est pas une grosse puissance dans la Ligue nationale. Puis que le match d'après sa route qu'il va reprendre, c'est contre les Blackhawks de Chicago, une des meilleures attaques de la Ligue, avec pratiquement les meilleurs joueurs au monde. Puis ça finit 3-2. Donc le gars, je pense, sa confiance est vraiment revenue là, à plomb. Ouais. Je pense que c'était un point. Moi, je pense que c'était le move de Terrien. Moi, je pense que c'était ça son move. C'était de rebâtir la confiance. Puis t'as fait raison en disant que malgré la défaite, ça a fait la job. Il fallait qu'il le ramène le plus vite possible. S'il attendait jusqu'à vendredi prochain, là il disait à Montoya, regarde, j'ai peut-être plus ou moins confiance en toi à cause de ton match de 10-0. Je te mets pas dans le prochain duel de 2 matchs en 2 soirs. Puis il l'a fait tout depuis le début de l'année. Il l'avait fait toutes les fois. Fait que là, t'envoies un message à Montoya qui a un doute dans sa tête de dire OK, il m'a pas envoyé le 2 matchs en 24 heures. Ça veut dire qu'il a peut-être perdu confiance en moi. Là. Je viens de me faire planter 10-0, moi, là. Puis là, tu l'as renvoyé rien vendredi. Là, tu viens de jouer avec sa tête pour absolument rien. Un autre point, ça, qui fait en faveur que fallait que Montoya revienne le plus vite possible. C'est important pour lui, ça. Moi, je peux pas douter des qualités de gambler de Michel Terrien. C'est sa grande force. Mais c'est certain qu'un moment donné, ça va y péter d'en face un de ces gambas. Il va en avoir qui ne marcheront pas. Il a eu l'année passée, mais ça reste que c'est un gambler. Ça reste que ça, là, c'était... C'était un peu un gamble, mais c'était un gamble statement. C'est dans ça, il fait tout le temps des gambles, ce gars-là. C'est un gars qui va prendre, il bouge tout le temps ses trios, il essaie de choquer le monde d'une façon, disons. En fait, il joue dans la tête de ses joueurs. C'est ça qu'il fait.
Quand tu joues dans un trio, tu te dis, Chris, moi, j'aimais ça, je joue avec mes chums. Là, je suis pogné, man, asti, avec l'autre cave. Puis là pendant un match, là, tu te forces, tu donnes tout ce que tu veux. Puis là, si tout d'un coup, tu te rends compte que tu joues mieux. Ben, c'est un bon coach, c'est ça. C'est la grande force de Michel Therrien de prendre des guests. Mais un moment donné, comment dire? Je sais pas comment dire. Un moment donné, il va faire une erreur. Puis, ça aurait pu être une erreur. Ouais. Non, mais tu sais, il y a M. Mou qui dit il a mal gamblé en mettant Montaigne contre Chicago. C'était pas un gamble. C'était pas un gamble pour moi. Arrêtez avec ça, je comprends juste pas. Non, pour moi, c'était le move à faire. Puis en même temps, tu veux protéger ton gardien numéro 1 qui revient d'une Coupe du Monde, qui a gaulé déjà 10 matchs, qui est complètement en feu. Tu veux le protéger en ce début de saison-là, de vraiment de sentir bien physiquement. En plus, il y a eu son virus au début de l'année. Tu sais, il est capable. Je pense qu'il n'y a personne ici qui va remettre en doute le fait que Price est capable de gauler 2 matchs en 2 soirs. Il a déjà gaulé 72 matchs dans une année. Là. C'est pas l'effet qu'il n'est pas capable ou pas. C'est l'effet qu'en début de saison de même, c'est normal de vouloir le protéger avec ce qu'il nous a revolé d'en face l'année passée. C'est juste logique. Overall, c'est bien sorti, mais je trouve que... Ben non, je voulais enchaîner sur le fait qu'on n'avait pas Radulov, mais t'allais conclure avec quelque chose, je pense, Guillaume, vas-y. Ben juste sur le point, tantôt tu parlais au niveau des gardiens de but, puis la bâtie de la confiance en Al Montoya. C'est sûr qu'à l'interne d'une équipe de hockey, si tu ne sais pas le jour même que tu vas prendre des buts, tu le sais vraiment d'avance là, pour faire ta préparation mentale et physique. Mais je pense que Al Montoya, tu aurais dit, en fin de semaine, tu ne goals pas les 2 matchs, tu vas prendre le net, monte-toi au Centre Bell. Je pense pas que ça aurait mis dans le doute, puis il aurait dit, mon coach a perdu confiance en moi. Je pense que oui. Ben, je pense que pas. Mais pas un gars t'oublies le 10-0 là-dedans. Là. Ouais, mais c'est un gars qui est rendu à sa 9e saison nationale. Il a été backup plusieurs années dans sa carrière. Donc, il a déjà eu à affronter cette compétition-là, puis à affronter ces circonstances-là. Lui, il aurait dit, OK, pas de problème, c'est beau. Price va prendre des nets contre Chicago, qui est une grosse puissance. Puis moi, je vais me faire le plaisir de jouer au Centre Bell contre mon ancienne équipe. D'ailleurs, quand Montoya avait finalement parlé aux journalistes après sa rosse de fou, là, il me semble qu'il n'avait jamais dit que c'était sa décision. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que pendant... Il avait dit qu'il avait parlé au coach, puis c'est avec Wade qu'il avait pris la décision. Il avait dit que c'était leur décision, mais pendant avec lui, Wade, puis il avait parlé à la gang. Jamais dit lui, même. Fait que, tu sais, moi, je suis pas sûr encore de ça, là, mais c'est pour ça que je pense que c'était fucking important de pas rater ta seconde chance de le mettre. Puis, je pense pas que tu aurais pu le faire skipper. T'sais, mais je l'aurais mis ailleurs. Mais regarde, je suis pas coach. Mais... Exact. C'est ça, moi j'aurais pris l'autre mentalité et l'autre direction. Il y a Guy qui dit l'excuse de l'an passé, il va pouvoir mettre ça de côté un moment donné. Pas tout de suite. Il y a 15 matchs de jouer dans la saison, 16 matchs. C'est pas le moment d'oublier ce qui est arrivé l'an passé. Parce que si les joueurs oublient ce qui est arrivé l'an passé, là, tu vas avoir le même foutu collapse. Tu peux pas, faut que tu y penses dans ton arrière-tête puis tu te dises, je vais pas revivre ce que j'ai vécu dans le passé, je vais tout donner ce que j'ai dans le cul. Pour moi, c'est primordial en ce début de saison-là qu'il y pense. Le 10-0, ça a peut-être été la best affaire qui pouvait nous arriver parce que ça a été un esti de claque d'en face au même moment que l'année passée. Au même moment, là, ça commençait à fissurer. J'espère que la plupart des joueurs ont comme réalisé puis ont fait le parallèle. T'as pas le choix de t'en servir parce que c'est la preuve ultime que jamais trop haut, jamais trop bas. Puis le Canadien, c'est le seul gros problème. C'est on vit sur un nuage de fou. Mais là, ça va bien, là. Faut se le dire, là présentement, l'équipe... Pas trop capoter non plus. Non, mais c'est ça. On reste toujours, depuis le début de la saison, on le dit. Moi, personnellement, je ne crois pas en tout que le collapse de l'année passée va arriver, peu importe les genres de blessures qu'il pourrait avoir, à moins qu'ils perdent vraiment Galchenyuk, qui présentement il est 5e meilleur pointeur de la Ligue, à moins de perdre des... Touche du bois, man. Je suis à côté, c'est du bois. Je suis à côté. C'est ma table de... Bon, est en bois, est en mélamine. C'est plus de la mélamine que du bois. Mais en tout cas, c'est un genre de bois. C'est un genre de bois, puis j'ai dit de plancher de bois franc. Fait que je suis correct, je suis doublement protégé, man. La peau qui a touché ou c'est ton bas? Ah, mes pantoufles en plus, tu peux pas avoir meilleur, man. Si mes pantoufles touchent du bois, ça fait que je dis toujours sous réserve. Qu'est-ce que toi, Mike, qu'est-ce que on t'a pas entendu? Il est venu sur ton relais, puis on lui donne pas la parole. Allez, on a fait pas mal de tours de Montoya. Ouais, c'est bon. On lâche Montoya. J'ai plus rien d'autre à rajouter. On lâche Montoya. Hey, les boys, on passe à l'avant-match ce soir. Alors, on va le dire tout de suite, les changements. Chris Terry qui va être en formation. Chris Terry. Hein? C'est pas Charlie Dunn, c'est Chris Terry? Chris Terry, là, c'est un joueur qui a déjà 138 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, un total de 34 points. Il a déjà fait une saison de 20 points avec les Hurricanes en 57 matchs. Dans la Ligue américaine, il a déjà eu une saison de 69 points en 70 matchs. C'est un choix de 5e ronde de 2007.
C'est un gars qui a de l'expérience. Pas un gros gars, là, 5 pieds 10, 195 livres. Tu t'attendais à quoi? Mais moi, personnellement, je l'attends de voir sa 4e ligne ou 3e ligne. Je sais pas pourquoi il va le faire commencer top 6, même s'il y a des upsets offensifs. Là. Vas-y donc, Mike. On va parler de Chris Terry. Ben, pour le monde. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui connaît. Sur Chris, non, 5 minutes, pour savoir, c'est pas tout le monde qui connaît. Il va remplacer Flynn, puis tant qu'à moi, n'importe qui est meilleur que Flynn, fait que aucun problème avec ce move-là. Ah, mais défensivement. Un gars quand même assez rapide, il est bon défensivement, il va faire un peu la même besogne que Flynn. Fait que pas grand-chose à dire d'autre que ça, c'est un move mineur, fait que... c'est un move mineur, ça reste que ça expose le fait à quel point notre top 6 est fragile. Le fait que Radulov joue pas ce soir, on voit comment que c'est dégueulasse. Un gros morceau. Puis à quel point c'est un gros morceau. Puis c'est un très beau move. J'ai chialé comme Bergevin, c'est un esti de move, celui-là, à date. Mais ça veut pas dire pour autant que la job est finie. Puis on le voit dès qu'on perd un morceau. Ben, tu perds les Conan, tu perds, après ça, tu perds Flynn, c'est plus ou moins important. Après ça, tu perds Radulov. C'est une saison normale, là. C'est une saison normale, ça va arriver, ça arrive à toutes les équipes. Les équipes qui ont plus de profondeur, ça paraît moins. Nous autres, heureusement qu'on a Carr et Andrighetto qui sont comme des plasters de luxe pour l'instant qui arrivent à leur pas à leur apogée, mais à leur âge critique pour faire la ligue, puis qui ont probablement certaines skills pour la faire. Ça fait que ça aide en esti. Mais dès qu'on passe ces deux-là, on voit qu'est-ce qui se passe. Et on n'a pas ramené McCarron, on n'a pas ramené Charledon, on n'a pas ramené Sherbach, on a ramené... Comment ça s'appelle? Ben, à l'entraînement, il était sa 2e bague de powerplay, Terry. C'est un gars qui est capable de la mettre dedans. Là. C'est un gars qui... D'après moi, c'est pour ça qu'il s'est dit je vais remplacer Radulov par un joueur qui peut essayer de m'en donner offensivement. Puis c'était le meilleur dans la Ligue américaine. Samuel dit qu'il va très bien compléter Plekanec. Je pense que c'est une blague, les boys. Ouais, je sais, je comprends, là, mais... J'ai le pire, c'est que j'étais en train de me réfléchir à ça. Tellement qu'il y a de mauvaise foi envers le Canadien, envers un joueur. Comme hier, Martin Lemay, à l'antichambre, qui a remis à la place le monde qui chialait sur Pacioretty, il dit il est sur un pace de faire 15 buts, ouais. Il dit peut-être. Il dit mais il est sur un pace de faire 60 points. C'est quoi le bug là-dessus? Qu'il fasse 15 buts puis quel club compte. Ben non, mais je suis d'accord avec lui qu'il est capitaine de la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement. Puis vous trouvez le moyen de chialer sur un pace de 60 points, mais l'équipe gagne. Moi, je comprends pas. Pacioretty a 100 points, l'équipe serait hors des séries, il dirait que c'est pas un bon leader. Mais là, il fait moins de points, il dit pas une crise de mots sur la 3e ligne. Il dit dites-le que je joue sur la 3e ligne. Il dit ouvertement aux médias. Dites-le que je joue sur la 3e, je m'en fous. Il agit en leader, mais vous chialez pareil parce qu'il score pas assez de buts. Je te dis ce qu'il y a là? On était, les partisans, une grosse partie des partisans étaient en tabarnak avant le début de la saison. Le Canadien fait super bien. Qu'est-ce que tu peux faire? T'es comme en crise, mais, man, t'as rien à dire. Ça fait que là, dès qu'il y a quelque chose, on est tous de même. Là. Moi, le premier, je pointe le doigt. Hey, il y a un autre pet, man. Vous l'avez entendu, hein? Il y a eu un autre. En tout cas, c'est n'importe quoi. Les auditeurs l'ont entendu, man. Dites-le sur le chat, man, que je pense. Je pense que c'est moi qui prends mon mic avec mes mains pour pas tousser dans le micro, là, mais. Il y a Guy qui dit s'il score 15 buts seulement, ça va chialer. OK. Si le Canadien finit avec 115 points, il sera en finale. OK. Le Canadien finit avec 115 points, là, OK. Mais Pacioretty fait 62 points, il fait 18 buts, puis le club est premier de la Ligue. Tu vas sérieusement me dire que tu vas chialer, là, qui va être le capitaine d'une équipe qui fait 115 points cette année ou 110 points? Moi, je me demande très sérieusement, je suis en train de me demander pour les premières fois si les partisans vont pas chasser le capitaine de la ville. Moi, je l'ai dit, dans 2 ans, oui, peut-être, mais pas là parce que son salaire rentre trop en ligne de compte. Puis présentement, dans 2 ans, il ne faudra plus rien, Yannick. C'est là qu'il vaut quelque chose. Écoute, tu me dis ça sérieusement. Attends. Tu me dis ça sérieusement, là. Je vais t'expliquer mon affaire. Là, il vaut extrêmement cher. Il y a 27 ans. Attends, Yann. Le gars, le problème, là, je me rappelle plus ce que j'allais dire. Non. Vas-y, là, si j'ai comme perdu mon fil, sérieusement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait. Le gars, il a 27 ans. Dans 2 ans, il va valoir encore plus cher que présentement. Okay. Même s'il y a un contrat à venir signer, ça n'aura aucun impact là-dessus. Yannick, le fait que ça soit un marqueur de 30 buts qui est payé 3.5, 4.5. Tu sais, ça,
c'est un boost. C'est un peu comme l'extra valeur que ça Il va rester un an de contrat dans 2 ans, là. Je te parle dans 2 ans. Il reste 3 ans de contrat. Dans 2 ans, il va rester un an de contrat. 2 ans de contrat. Il reste 3 ans de contrat, Pacioretty. Cette année plus 2 ans. Tabarnak qu'on l'a fourré, man. Ah, ben, il a crissé son argent dehors aussi. Ben, ça, je te dis, mais je comprends pas qu'on chiale sur un gars qui est payé le salaire d'un gars de 40 points, mais qu'on chiale. On lui donne le C, puis on chie dessus, man. Ben oui, c'est 1 million de plus que des harnais. Ah oui, carrément, ça me tue, man. Ça me tue, aïe, mec, ça tue ça. 1 million ça se fait pas, là. Samuel, j'enlèverais le C. Tu me dis ça sérieusement, Sam. Ça, voyons donc, le Canadien, le club est 13-2-1, puis tu vas enlever le C. Voyons, c'est impossible. Pas chez nous. Pas chez nous. Ça va se faire chez une autre équipe. Ici, là, ça serait l'équivalent de mettre un élastique autour des chenolles puis d'attendre que ça sèche. T'sais, ça serait l'émasculer, genre. Ça serait la pire des humiliations. Tu ne peux pas faire. Ça s'est jamais fait ici. Ils l'ont toujours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont toujours échangé. Je vais lire au complet, Samuel, là, parce que là, j'ai été rough, là, parce que Sam, il me connaît pareil, je fais des shows avec lui. Là. Il dit, moi, j'enlèverais ça, puis je donnerais à Subban pour que le monde arrête de chialer dessus. C'est ça le pire, c'est le pire. C'est une joke, man. Je sais qu'il dit je sais, mais lui c'était une manière de dire que peut-être que le monde il crisserait à paix. Tu comprends-tu? Moi je comprends pas. Je comprends pas comment ça va se tasser, dude. Ça va se tasser. Je sais. Hey, le club Gong, il est le capitaine du meilleur club de la Ligue nationale. Puis mais calisse que j'y souhaite qu'il débloque. J'y souhaite tellement qu'il débloque là, parce que j'ai pas. Moi, ça me fait juste peur que ça va être plus en plus de pression. À chaque match que ça empile, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus lourd à porter. Qu'est-ce qui est de plus en plus lourd? Il y a 12 points en 16 matchs! Ça fait 4-5 matchs qui est vraiment plus solide. Là. L'intensité est plus là. Moi, je suis très confiant en ce moment. Là. Les chances sont là. Fait que ça va finir par rentrer. Là. Moi, je te dis, d'ici une semaine, les joueurs vont dire « Ah, c'est qui est fatigant, il arrête pas de recevoir des pucks et des bâtons en face. » Ouais. Une chance qu'il a dévié le tir de Weber puis c'est un tir du poignet, man, parce que sans ça, il restait à terre, lui, là c'est sûr et certain. Là. Tu vas à babine après? Hey, man, ouais, c'est un tir qui a dévié en plus du poignet. Là. Bon. De génie. Ouais. On va revenir. Guillaume suit pas mal les Bruins. Je vais revenir sur la première étoile de la dernière semaine, Tuukka. Il y a beaucoup de partisans des Bruins qui disent que Tuukka est le meilleur gardien de la Ligue présentement. Bon, il y a 10 victoires en 11 matchs. Price a 10 victoires en 10 matchs. Rask est absolument phénoménal, je vais l'avouer. Là, mais moi, je pense que Price est une classe à part cette année. Là. Je pense que Rask, présentement, il est le deuxième meilleur gardien de la Ligue, lui ici, dans une classe à part avec Price présentement. Là. Je pense que c'est les deux. Lui, peut-être Dominique. Là. Mais Dominique, je pense que ça t'offrira pas, là. Lui, là, c'est. T'as Price et les autres. Moi, t'as Price, qui est, mettons, une bonne coche en haut de Rask, puis t'as Rask, une bonne coche en haut des autres présentement, tant qu'à moi, là. On a essayé de parler de Rask, mais on va parler de Price pendant une demi-heure. Non, mais je veux l'entendre parce que j'ai vu beaucoup de partisans des Blues chialer, puis gueuler partout, puis ils disent que Rask mène des jeux blancs, puis il mène des victoires, donc c'est le meilleur, mais Price a un meilleur pourcentage d'arrêt, puis une meilleure moyenne de buts alloués que Rask, tu sais. Fait que je veux avoir l'opinion de Guillaume, moi, là-dessus, ouais. Ah, mais c'est sûr que, tu sais, on va. Tous les succès des Blues de Boston, je vais toujours le relier au même gars, c'est Claude Julien. Ça va toujours rester de même. Je trouve que c'est un entraîneur qui est complètement. Il est trop intelligent. C'est vraiment une bête de hockey. On se demanderait à quelqu'un comment que la game se dessine. Mais Claude Julien, je pense, c'est le premier gars qui je donne le crayon, puis je vais lui dire explique-le à quelqu'un. T'sais. Mais tout, qu'est-ce qu'il fait, c'est au niveau de ses match-ups, les pairings de ligne, ça va être comment créer ses trios, qu'est-ce qu'il fait avec ses défenseurs, comment il va les former, comment il va les approcher au match. Tout ce qu'il peut faire, c'est toujours bien fait, c'est toujours fait de la bonne manière. Puis on regarde le nouveau, le Carlo, là. T'sais, je sais pas si en 15 matchs dans la Ligue nationale, jouer de la façon que lui joue, comment il se déplace, comme la confiance qu'il a acquis, c'est complètement énorme, c'est complètement démesuré d'une certaine manière. Puis Tuukka Rask, l'an dernier, était un petit peu fragile, c'était comme coup-ci, coup-ça, puis dans les dernières années aussi. Mais finalement, qu'il reprenne vraiment l'aplomb qu'il avait un peu perdu. Et ça, je le comprends, parce qu'au niveau défensif, il avait perdu des grosses pièces. T'sais, il a perdu avec le temps, il a perdu Ferentz. Après ça, il a perdu Dougie Hamilton est parti. Il a perdu Boychuk. Donc, on y a enlevé beaucoup de belles pièces à son puzzle. Là, présentement, avec l'acquisition de Carlo, pas l'acquisition, mais l'entrée dans l'uniforme des Blues de Carlo, ça, c'est une chose qui donnait un maudit bon second souffle. John McElwise a décidé de signer. Tu as Torrey Krug qui, présentement, je trouve qu'il prend un peu plus de... Moi, je pense que c'est des responsabilités au niveau défensif, même s'il n'y a pas le physique idéal. Zdeno Chara, mais on le sait que tout le monde le sait qu'il a un peu ralenti au niveau de sa vitesse. Mais l'intelligence avec son bâton et son corps est encore là, est encore au rendez-vous. Donc, c'est des petites choses qui sont super bons.
La troisième ligne, c'est sûr qu'elle ne produit pas beaucoup offensivement, mais si tu n'es pas pour produire, elle va faire en sorte que tu ne coûtes pas grand-chose. Donc, au niveau défensif, c'est une ligne qui bloque quand même beaucoup de lancers. Leur quatrième ligne, un match sur 3, ils vont chercher un gros but. Puis leurs deux premières lignes continuent à faire la job, même si David Krejci a un début de saison assez lent présentement. Mais David Backes, je suis quand même content de son implication. Mais le premier trio, c'est hors norme. C'est exceptionnel. Là. Bergeron, Paternak, puis Marchand, c'est fou. Là. On voit que Plekanec n'est pas le seul à en arracher, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale présentement qui ont des débuts de saison, disons-le, assez ordinaires. Meilleur exemple, un autre check, il y a un Jagr, 1 but, 5 passes. Ouais. Ça, c'est une déception. T'es un joueur de premier trio, t'es un joueur avec beaucoup de... En plus, t'as quand même... Exactement, t'as beaucoup d'expérience. Les gens vont me dire, ouais, mais il vieillit ralentissant, mais s'il est plus capable de suivre, t'arrêtes de jouer. Ah ouais, mais là, tu sais, Alexander Barkov, c'est pas normal, 2 buts, 6 passes. Non, j'ai dans mon pool, moi, par moi. Comprenez-vous, c'est pas une bonne contribution. Quand c'est rendu que c'est un gars à 800 000 $, qui est ton meilleur marqueur avec 14 points en 15 matchs, on entend Marchessault, t'as un maudit fichu de problème. Puis en même temps, Guillaume, ces gars-là, ils ont tellement encore de matchs à jouer. Comme un Krejci qui commence lentement, mettons, ou un Plekanec présentement. Puis qu'en janvier, mettons, là, ces gars-là ouvrent la machine puis ils font des 20-25 points en 30-35 matchs. On va être content de dire, au début de l'année, on a eu d'autres qui ont produit, puis là, c'est leur rôle, c'est leur temps. Là. Moi, je vais donner une 30-40 matchs avant vraiment d'évaluer, de savoir, bon, si Krejci, après 40 matchs, il y a 15 points, on va faire la même affaire. Si Plekanec en a 10-12, on va dire la même affaire, on va dire, bon, OK, là, c'est une saison peut-être à oublier, là, tu sais. C'est 15 matchs, c'est quoi? C'est un cinquième de la saison? Dans une saison de 82 matchs, tes 10 premiers matchs sont aussi importants que tes 10 derniers. Ouais. Puis là, présentement, tu as des 10 premiers matchs. C'est sûr que Montréal, ils ont des Pacioretty, des Gallagher et des Plekanec. Au niveau du remplissage de filet, c'est pas écœurant. Mais l'équipe continue quand même à gagner d'une manière qui est dans le tapis. Boston a rendu avec 20 points au classement. C'est sûr que David Krejci, ça a été un peu plus lent maintenant. Mais ça n'a pas fait de gros dommages au niveau dans le fond de son équipe à lui. Mais je regarde encore, je vais revenir avec la Floride, avec les Panthers de la Floride, parce que c'est l'adversaire du Canadien de ce soir. Mais la contribution de Barkov et Jagr avec 7 victoires, 7 défaites pour un match nul, là, mais en fin de saison, mais on va reculer dans le temps, on va dire, hey, en début d'année, ils n'ont rien foutu, puis ça leur coûte un playoff spot. Là. Moi, j'ai prédit que cette équipe-là avait des chances de manquer série cette année. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je pense que l'année passée, ça a été. Il y a beaucoup d'équipes qui arrivent au début de l'année, puis à cause qu'ils ont raté série, ça fait 3-4 ans de suite, les clubs les prennent à légère, ils donnent des points. L'équipe ramasse des points, là, ils disent, on t'arrête de surprendre. Là. Puis souvent, il y a beaucoup d'équipes qui se classent de même. L'année passée, c'était ça, les Panthers. Ils ont eu une séquence, je pense, de 10-12 matchs de suite sans défaite. Puis c'est ça qui ont fait qu'ils ont arrêté les séries. Mais cette année, les équipes les attendent de pied ferme. Et là, il y a juste 15 matchs de jouer, Yann. Là. Bon, je vais vous dire une chose, Boston va être quand même dur à rattraper d'ici la fin de la saison parce que je pense que c'est une équipe qui va continuer juste en allant à s'améliorer parce qu'ils ont encore beaucoup de jeunes joueurs dans leur formation. Puis les Sénateurs d'Ottawa, je pense pas que c'est une équipe qui va craquer. Puis au contraire, je pense que c'est une équipe comme les Browns, plus ça va aller, mieux que ça va aller. Moi, Ottawa, j'ai de la misère, moi. Les Panthers vont avoir un petit peu de difficulté à... On vient de commencer, mais comme je disais, les matchs qui viennent de passer vont être... Tu penses pas qu'ils vont crasher, toi, Ottawa? Moi, voir Tom Payette à la deuxième ligne, je suis comme, tabarnak, ça me gosse. Non, des Sénateurs, mais je sais pas pourquoi. C'est une équipe que j'ai extrêmement confiance. C'est une équipe qui a beaucoup d'énergie. C'est une équipe qui est capable de scorer des buts. Oui, c'est au niveau d'un filet. Des fois, c'est coup-ci, coup-ça. Mais leur implication offensive, si les autres décident d'ouvrir une machine un soir, ils peuvent t'en mettre 5 dans le net, puis c'est pas difficile. Là. Bon. Puis dans un cliquement de doigts, puis c'est une équipe qui est jeune, puis qui ont des jambes, puis ça patine. Ouais, peut-être. Peut-être dans le champ. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là, mais moi, quand j'ai vu le deuxième trio avec Payette, j'ai fait OK, Tom Payette, c'est la deuxième ligne. On aurait ça à Montréal, mais oublie ça. Ça crierait au meurtre. C'est comme avoir un Flintz à la deuxième. C'était vrai. Ouais, c'était vrai ça. Allez, les boys, on va passer au match à soir. Vas-y, Guillaume. Guillaume. Puis d'un autre sens, la chance qu'ils ont, c'est ça. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent pour 500 présentement. Donc, ça, il faut en tenir compte. Les Islanders de New York, c'est désastreux. Il n'y a plus rien qui marche là. C'est une équipe que moi, je voyais dans le top 4 dans la métropolitaine. Présentement, ils ne sont pas là pantoute. Même la Floride, j'ai voyé un peu plus haut, ils ne sont pas là pantoute. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des pièces de puzzle qui peuvent encore se mélanger parce qu'on est quand même en début de saison. Là. On dirait que je me contredis, mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire une chose, c'est que présentement, c'est des équipes qui veulent faire les séries avec toute la parité qu'il y a présentement nationale, que maintenant, pour les faire, ça te prend environ 97 points. Mais les 2 points qui manquent maintenant à la fin de la saison, ils vont te coûter cher, comme que Boston s'est passé l'an passé, qui n'était pas capable de gagner une fichu game à maison. Au bout de l'année, ça a fait mal. Hein? Ouais, c'est vrai. Allez, les boys, on passe à l'avant-match. Ce soir, les Canadiens qui affrontent les Panthers de la Floride. Les statistiques des deux équipes, les Panthers sont 21e de la Ligue nationale. À 15 points, les Canadiens premiers à 27 points. Les buts par match, les Panthers en marquent 2,77. 14e de la Ligue, les Canadiens 3,31, 3e rang de la Ligue nationale. Défensivement, les Panthers sont 15e à 2,53 buts contre. Les Canadiens est 2e de la Ligue à 2,06.
Les tirs par match, les Panthers sont au 9e rang à 31,13. Le Canadien est au 29e rang à 21,8 tirs par match. Les tirs contre, Canadien 33,2. 26e, les Panthers 28,2. 9e rang de la Ligue. Tu sais, entre le 9e rang et le 26e rang, il y a 5 tirs au but de différence par match. C'est quand même pas beaucoup quand tu y penses. Là. Moi, c'est 5 tirs. Des fois, ça peut être 5 tirs, quasiment de la bleue. Avantage numérique des Panthers, 16,67%, 18e. Canadien excellent en powerplay à 22,92%, 7e rang. Le désavantage numérique des Panthers à 82,22% au 15e rang. Celui du Canadien au 18e rang à 81,3%. Quel genre de match j'attendais? On a noté les Panthers ont marqué 14 buts en première période. Le Canadien, dernièrement, en a marqué un peu plus. Ils en ont marqué 10. Quel genre de match vous attendez? Je vais commencer avec toi, Mike. Quel genre de match tu attends ce soir, Canadien-Panthers? Avec la perte de Radula, je m'attends à un match un petit peu plus serré. Mais vu qu'on a Price, je m'attends à un match serré style 3-2 Montréal. Mais sans plus, je pense que les Panthers vont sortir en Lyon avec leur fiche qui n'arrache un petit peu. Ils vont vouloir se prouver beaucoup. Luongo, c'est Luongo dans le filet ce soir? Oui, supposé. Ouais, Luongo habituellement est assez solide contre Montréal. Fait que je m'attends à un match serré, là, 3-2. 3-2 Montréal. 3-2 Montréal. Déjà rendu là? Ah, ouais, ben là, il est 7h10, man. Tout le monde sur le chat sont partis les prédictions. Allez-y, moi je prends ça en note, puis je vais laisser aller. On n'a même pas eu le temps de parler de Greg Pateryn puis la course à relais de Michel Therrien. Regarde, on va donner nos prédictions tout de suite. Après ça, je vais te laisser du temps pour parler de Pateryn. Vas-y. Mon Pateryn. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour te gâter, Elise? En fait, je voulais juste souligner la métaphore qu'a faite Michel Therrien aujourd'hui concernant Greg Pateryn, et on comprend mieux pourquoi il était mis de côté. Il a dit « C'est crucial de bien distribuer la rondelle de la façon dont le hockey se joue aujourd'hui. C'est un peu comme la course à relais. Tu peux avoir les 4 athlètes les plus rapides du monde, mais si au moment de se passer le bâton, ils se le donnent pas dans les mains et se le garoche dans les pieds, il ne gagnera jamais de course. » Je comprends. Yannick, qu'est-ce que tu voulais dire? Il parlait directement de la première passe de Pateryn qui semblait déficiente. Moi, je trouve juste qu'il est très dur envers ce kid-là. Je trouve qu'on a été très dur envers un kid. Il est rendu à 24. Il va avoir 25 ans. Il nous a pourtant prouvé, mais il nous a quand même prouvé qu'il n'était pas si mal que ça. Je trouve qu'on est dur. J'ai l'impression que c'est un peu le bouc émissaire chez les Canadiens. Pop sur le chat, il dit c'est pas fort pour motiver un joueur. C'est pas l'effet de motiver. Je pense que Pateryn lui-même en est conscient. Puis c'est persuadé qu'avant que Therrien il dit ça aux médias, que les médias le savaient déjà. Parce que moi-même, je l'ai remarqué. Écoute, ce que je reprochais à Pateryn depuis des 3 derniers matchs que je jouais, les 3-4 derniers matchs, sa prise de décision était trop lente. Ce qui fait que l'échec avant arrive plus rapidement sur toi si tu prends pas ta décision rapidement. Donc, tu précipites ta première passe. Donc, t'as fou d'un patin des joueurs en avant, ce qui limite tes sorties d'onde rapides. C'est sûr, mais... c'est qui est en train de gratter le micro? Gratte-toi pas le pubis avec ton micro. C'est pour ça que je comprends la décision, puis je comprends ce que tu voulais dire. Puis c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai vu Henley. Henley a arraché le dernier match, là, je pense que tout le monde l'a vu. Mais je pense qu'avant ça, ça allait mieux. Je pense que c'est une question de match-up à l'étranger et à domicile. Puis sérieusement... Henley, c'est la seule chose que je peux pas reprocher, c'est quand il y avait la rondelle, elle restait pas plus que 2 secondes, puis elle était sortie. C'était tout de suite, bang, une passe. Tu la redonnais à son défenseur au pire. Pateryn, souvent, il la garde. Puis à un moment donné, ça, là, tu ralentis le jeu. Tu vois les joueurs tourner, ils partent pour y aller, puis là, Pateryn, il est là, puis il attend. C'est pas bon, ça. Puis pour moi, c'est pas mal. Je pense que Pateryn lui-même en est conscient. Mais je trouve juste qu'on le tape plus, lui, que les autres. Ben, parce que lui, puis Beaulieu, là. Emeline joue avec Weber, Petrie joue avec Markov, c'est 2 gars qui ont des excellentes relances, puis de Beaulieu qui fait quand même une bonne relance, puis à ce temps, Beaulieu, il inspecte la puck. T'en remarqueras, ça, c'est une chose qui a amélioré le plus. S'il arrive de quoi, il y a donc. S'il arrive de quoi qu'il voit rien, il y a la calice dans les airs. C'est le move que t'as à faire, parce que tes joueurs sont en pleine vitesse vers l'autre bord. Fait que si t'as la calice dans les airs, t'as des chances que quelqu'un qui la ramasse, qui la pousse dans le fond, puis qui fasse son forecheck. Moi, c'est juste ça que je repassais à Pateryn, parce que le reste de la game, il l'a, moi, je pense. Mais je trouve que pas tant la punition que le propos devant les journalistes était dur. La punition est peut-être justifiée, Yannick, mais d'aller dire ça devant le monde, je trouvais ça typiquement Therrien qui dérape. C'est pas une grosse dérape, mais c'est pas super. Une dérape de dire qu'il faut absolument que ton défenseur ait une bonne relance pour
permettre à ton système d'être exploité. S'il pitch le relais d'un jambe de l'autre. Ben, il le fait souvent, lui! Ouais, mais je sais, mais comment tu veux qu'il le dise? Voyons, il était-tu pour prendre un chemin? Il tire la rondelle vers les patins du son il aurait pu utiliser une autre métaphore où le gars n'a pas l'air d'un petit cave, genre en arrière. Benoît, il dit qu'il est sa vitrine. Moi, personnellement, je pense pas qu'il est sa vitrine, Batterin. Personnellement, je crois pas. Fait que j'ai hâte de voir, là. Il y a peut-être mais ceci dit, pour répondre à ta question, 3-1 Canadien. Ça, c'est revenir. Pas d'herboris, de rien, non? Short and sweet? Non, mais il n'y a pas d'herboris. Ces temps-ci, vous le savez, mon budget est limité, mais il va revenir, particulièrement la fin de semaine. D'ailleurs, venez nous écouter. Il n'y a jamais de prédiction dimanche, donc il sera là. Donc, Ali t'a dit... C'est quoi ton score? 3-1, OK. Mike avait dit 3-2. Canadien de Montréal, là. Mike avait dit 3-2, OK. Guillaume, ta prédiction pour ce soir? Je peux-tu donner genre des petits commentaires rapido? Oh oui, vas-y, je viens de te voir. Je prendrais les Panthers de la Floride. La raison pourquoi ils pourraient être les Party Crashers du Centre Bell à soir, dans les 4 derniers duels entre les deux équipes, on parle de 4 victoires des Panthers. Leur dernier duel contre les Islanders, victoire de 3-2. Dans les 5 derniers matchs entre les deux équipes, Montréal contre les Panthers, au niveau du PK, donc le penalty kill, avantage aux Panthers. Au niveau des shots lancés, Panthers avantage. L'année passée, les shots réussis. C'est pas grave, ça me dérange pas. Les shots reçus, avantage encore Floride. Donc, si je regarde toutes ces affaires-là, moi, je trouve ça c'est hyper intéressant. Puis de l'autre côté, si j'aurais à mettre de l'argent sur le Canadien de Montréal, pourquoi ça me donnerait envie de le faire? Je regardais à Vegas aujourd'hui. Au niveau du Canadien, dans les 13 derniers matchs où ce qui était considéré favori, ils ont 12 victoires et une défaite. Puis dans les 8 dernières fois qu'ils ont joué, on va dire, 2 matchs avec une seule journée de congé entre les 2 games, ce sont 7 victoires et une défaite. Donc, avec l'arrivée, on va dire, de Roberto Luongo, le gars de Saint-Léonard qui prend le net à soir au Centre Bell, puis j'entends Marchessault qui vient de 4 Rouges Québec, que lui va pouvoir jouer devant dans le fond, sa famille puis tout le monde. Puis présentement, il y a un début de saison qui est complètement exceptionnel. Je vais y aller avec une game plate, puis je vais dire 2-1 Floride. 2-1 Floride, oh! Ouais. Faut pas oublier la multitude de blessures. Hein. Ouais, il y a les autres, il leur perd Huberdeau et Bjorkstad qui n'est pas là aujourd'hui. Faut pas un fan des Bruins pour prendre contre le Canadien. Non, mais ses points sont bons. Il apporte des bons points. Non, c'est correct. Ben oui. Je ne pas ses points, mais en même temps, je pense toujours que ça allait passer avec 45 joueurs utilisés, souvent avec Scrivens des buts. J'avais pas fait de commentaires anti-Bruins de la soirée, ça fait que s'il vous plaît, quand même. J'avoue. C'est la fin du show. Ben, ils vont bien, les Bruins, c'est dur de parler contre eux autres. C'est unanime sur le chat. Tout le monde a pris les Habs. Même Biz. Hey, vous niaise pas, même Biz a pris le Canadien. Es-tu sûr que c'est le vrai Biz? Ben, je pense que oui, il y a le logo des Nordiques encore. Celui qui a comme un avatar de Michel Goulet nu, genre? Non, il y a juste le logo des Nordiques. Okay. Ouais. Yann Pelletier, 5-0 CH. Pops, 2-1 Montréal. C'était la belle Stéphanie, 3-1 Montréal. Max Apestigui, 4-2 Montréal. Sylvain Caqueux, 4-3 Habs. Biz, 4-1 Montréal. Samuel, 2-0 Habs. Et Guy Langevin qui dit 4-1 Habs. Et pourquoi tu dis la belle Stéphanie et tu dis pas le beau Samuel? Je comprends pas. Parce que j'ai des préférences. Normalement, mes préférences sexuelles sont vers le côté féminin et non vers le côté masculin. C'est juste qui est pas beau, c'est ça, Samuel? Samuel est pas beau? Ah non. Moi non plus, je suis pas beau. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire d'être beau ou pas. L'important, c'est d'avoir de la gueule. Puis il y a Marc-Olivier aussi sur le chat qui dit 5-2 Montréal en l'absence de Huberdeau et Bjorkstad. Bon, mais merci beaucoup les boys d'avoir été là. Merci beaucoup, Guillaume. Ouais, moi j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Keith Kendall puis Aaron Eglad vont faire. Ouais, c'est vrai. En finissant, là. Benoît Tremblay qui dit 4-1 Montréal. Merci Mike d'avoir remplacé la dernière minute de même, c'est très gentil. Pas de trouble. Il va falloir que tu travailles sur ton pat, par exemple, parce que c'était pas vraiment réaliste. Là. Mon quoi? Pas connu. Ton interprétation de pat, moi. Pat qui était payé à la job, on va le noter. Là. Pat qui était payé à sa job, puis il était encore à 45 minutes de chez eux, ça fait qu'il m'a placé 6h15. Mike l'a remplacé, haut la main tout de suite de même. C'est ça, avoir une bonne équipe. C'est ça, avoir une bonne équipe. Merci beaucoup, Élie, d'avoir été là. Ok, je me ferme la gueule. Salut, merci. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se revoit vendredi avant match, 18h30 à 19h15 aussi. Canadiens qui affrontent les Rockies. On souhaite un excellent match entre les Canadiens et les Panthers. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit vendredi. Bon match.